s'asseoir. Alors, je remercie le bon Dieu, la Sainte Vierge, d'être là avec vous et de vous présenter Alain Estrada, président international de Civitas, que je viens de connaître. Et on s'est reconnus en parlant, on s'est trouvé comme photocopier. Donc, et à remercier aussi Alain. Je n'arrive pas à prononcer, qui organise tout ça. Et je vais vite terminer la présentation. Je vous demande de vous mettre de pied pour une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La prière on la fait en français en attendant de la faire en latin. Notre Père que je sais, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Notre-Dame de Genève, priez pour nous. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour cette introduction et cette prière. Merci à Alain Spitz d'avoir organisé cette réunion, cette conférence, et merci évidemment à chacun de vous d'avoir bien voulu quitter le jardin frais et l'apéritif pour venir retrouver une température plus élevée ici et m'écouter pendant un temps que j'espère ne pas être trop long, pour vous parler d'une situation générale qui est tout sauf réjouissante, mais le catholique doit être lucide pour être en mesure de mener le bon combat. Donc je vais essayer de vous parler de cette opposition manifeste entre le nouvel ordre mondial d'essence satanique et le catholicisme. Et je vais essayer de vous démontrer en conclusion qu'il ne peut y avoir de victoire contre le mondialisme sans que le combat soit mené de façon catholique. Bien sûr, une partie d'entre vous au moins m'a déjà fréquemment entendu parler au moins par vidéo interposée, et généralement mon prisme démarre avec la situation française. Or, nous voilà en Suisse, et c'est vrai que la situation est loin d'être identique, même si on verra que, sans être prophète, je pense que, inévitablement, dans un délai plus ou moins court, la situation suisse ressemblera probablement de plus en plus à la situation française. Mais pour l'instant, avouons-le, le salaire moyen des Suisses est tout de même nettement plus élevé que celui des autres citoyens de l'Union européenne. Voilà, vous faites exception à l'Union européenne, et jusqu'à présent, le fait de faire exception à l'Union européenne vous a préservé de différents maux, et notamment vous a conservé une situation à la fois économique, sociale et même, je dirais, migratoire, qui est plus avantageuse, ou en tout cas moins embarrassante, que dans les pays de l'Union européenne. Néanmoins, je vais essayer de vous montrer à quel point nul n'échappe au nouvel ordre mondial, et à quel point la Suisse, évidemment, ne fera pas exception. Déjà, nous savons tous, vous mieux que moi, à quel point la Suisse est le siège de toute une série d'organismes cosmopolites, mondialistes, particulièrement nuisibles. Si la Suisse a connu une
notoriété augmentée, on le doit sans doute en partie à Klaus Schwab et au Forum économique mondial de Davos. C'est certainement à travers ce Forum économique mondial que désormais, aux quatre coins de la planète, on se fait une idée de la Suisse. Un Africain sans doute, ou un Guatémaltèque, ou un Australien n'avait pas nécessairement grande idée de ce qu'était la Suisse. Par contre, aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique, qu'en Asie, qu'en Océanie, le Forum économique mondial de Davos signifie quelque chose pour tous. Et nous allons donc essayer de montrer que ce Forum économique mondial de Davos, les décisions qui y sont prises, eh bien, personne ne pourra s'en prémunir en pensant que les hommes politiques locaux vont faire barrage, parce que ce sont des décisions qui, par essence, sont supranationales. Un élément que je vous invite à observer quand il y a une réunion du Forum économique mondial de Davos, c'est la façon dont les chefs d'État, ministres, premiers ministres, présidents, rois, reines, directeurs généraux de grandes multinationales viennent se présenter au gourou. Alors, Klaus Schwab, officiellement, a donné sa démission. Il va être remplacé. Mais le principe ne changera pas. Ces gens-là, que vous changiez le nom, ça ne change rien à la méthode. Et donc, je vous invite à regarder attentivement, quand vous en aurez l'occasion, les images de ces réunions du Forum économique mondial de Davos. Il faut voir comment tous les chefs d'État, comment tous les responsables des grandes multinationales viennent s'incliner devant le gourou du Forum économique mondial de Davos. Les gestes, les postures, les attitudes traduisent des hiérarchies. Quand un roi, un premier ministre, un directeur d'une des plus grandes multinationales entre au Forum économique mondial de Davos, quand Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, entre au Forum économique mondial de Davos, et que ce n'est pas Schwab qui s'incline, mais que ce sont eux qui s'inclinent, il y a bien, à travers l'attitude, la traduction visible, perceptible d'une hiérarchie. Et ça n'est pas secondaire. Le fait que, aujourd'hui, quantité de chefs d'État peuvent bien pérorer, parader, faire des déclarations matamoresques, et Dieu sait que les Français sont particulièrement servis en la matière. Mais ne perdez jamais de vue que le vrai pouvoir n'est pas là. Le vrai pouvoir n'est ni dans le palais d'un président, ni dans la villa d'un premier ministre. Le vrai pouvoir, il est bien dans des organismes supranationaux qui rassemblent l'essentiel de la haute finance internationale. Et c'est bien ce qui caractérise le Forum économique mondial de Davos. Très officiellement, le Forum économique mondial de Davos est censé rassembler les 10 000 multinationales les plus importantes de la planète. Donc c'est là que se concentre le pouvoir financier par excellence, le pouvoir de l'argent. Et c'est donc bien là que sont donnés les ordres, que sont données les consignes, que se définissent les dictats. Ayez bien aussi conscience qu'il y a une évolution significative des rapports entre de tels organismes et le monde politique,
et le monde de la presse, et le monde de la magistrature, et le monde des affaires. Autrefois, vous le savez, on parlait de forces occultes, notamment pour la franc-maçonnerie, mais plus largement pour toute une série d'officines, on parlait de forces occultes. Pourquoi? Parce que, par définition, elles dissimulaient leurs activités, les participants à leurs réunions et leurs principales décisions. Vous n'aviez droit qu'à connaître le vernis, le fait que telle loge a son temple à tel ou tel endroit. Mais vous n'aviez pas, il y a encore 40 ans, l'occasion de savoir ni qui était dans les loges, hormis le grand maître qui lui était public, ni ce qui était le sujet sur lequel les maçons planchaient, comme ils disent. Aujourd'hui, voyez-vous, les mondialistes, les francs-maçons, les membres des différentes sociétés secrètes qui structurent le projet du nouvel ordre mondial ne se cachent plus. Pourquoi ne se cachent-ils plus? Mais parce qu'ils ont évidemment cette conviction qu'ils ont déjà gagné la bataille, qu'ils ont déjà gagné la guerre, qu'ils n'ont plus besoin de se cacher, qu'ils peuvent même avoir cette outrecuidance de dévoiler tous leurs plans au grand public sans que le grand public ne prenne la peine de s'y intéresser et donc de s'y opposer. La franc-maçonnerie, désormais, elle a ses chaînes vidéo sur YouTube. Imaginez à quel point, en quelques décennies, tout s'est transformé. Ce qu'on appelait les forces occultes qui se réunissaient dans la plus grande discrétion, on en est arrivé à ce que les loges maçonniques aient leurs chaînes vidéo sur YouTube. On en est arrivé à ce qu'en France, les candidats à la présidence de la République viennent passer leur grand oral, leur examen, devant les loges, notamment devant le Grand Orient de France, face caméra, et que ça se retrouve sur la chaîne YouTube du Grand Orient de France. On voit que le Forum économique mondial de Davos a son site internet qui vous propose, si vous avez la curiosité de le faire, de suivre en direct, l'entièreté quasiment de ce qui se passe au Forum économique mondial de Davos. Hélas, bien sûr, peu de gens auront cette curiosité, mais le site du Forum économique mondial de Davos, à chacune de ces réunions, vous montre tout quasiment en temps réel. Les arrivées des invités, et c'est pour ça que je vous dis, vous voyez leur posture, leurs attitudes, la liste des participants, les conférences, les interventions, les tables rondes, leurs projets, leurs revendications, leurs ordres donnés aux dirigeants des grands médias, leurs plans pour organiser la surveillance de la planète. Ils disent tout, à livre ouvert, sûrs qu'il n'existe plus de résistance à leurs plans suffisante pour enrayer la machine. Prenons le cas d'un autre grand personnage, Jacques Attali. Voilà encore une démonstration de la transparence des forces occultes. Jacques Attali, vous le savez tous, j'imagine, c'est... Alors, comment résumer en une minute sa fiche? Il est membre du Congrès juif mondial, il est conseiller permanent du président de la République, quel que soit en France celui qui occupe le siège de l'Élysée, que ce soit Mitterrand, Sarkozy, François Hollande, Macron, vous avez toujours dans l'ombre Jacques Attali. Jacques Attali est à la tête d'une multitude d'organismes mondialistes. Jacques Attali multiplie les interventions publiques, les vidéos, les colloques, etc. Et surtout, il écrit.
Il écrit de nombreux livres et il tient un blog. Et sur ce blog, comme dans ses livres, de façon fréquente, il annonce les futures étapes du plan mondialiste. Il ne cache pas les choses. Il présente tout avec cynisme. Sur son blog, il a parlé de l'hypothèse vraisemblable de la disparition de la propriété privée. Dans ses livres, il a parlé du fait que on en arriverait à la réintroduction de l'esclavage humain. Dans ses livres, il a expliqué que des enfants seraient mis au monde pour être simplement des bébés médicaments dont on prend des pièces détachées pour mettre en place une forme de transhumanisme et s'emparer de pièces d'un enfant pour les utiliser pour des gens de l'oligarchie, pour des enfants de l'oligarchie. Tout ça, il l'a dit, tout ça, il l'a écrit, tout ça est sur papier. Ce n'est pas caché. Mais le camp national ou le camp dissident, peu importe les qualificatifs qu'on donne à tout cela, hélas, a beau avoir tout sous les yeux, eh bien nous persistons souvent à ne pas comprendre l'ampleur du mal, l'essence même du mal, la nature de ce mal, et à en tirer les conclusions pour savoir comment combattre ce mal. Si nous nous apercevons, et je vais essayer de vous le démontrer, que le nouvel ordre mondial est d'essence satanique, si vous comprenez que le plan mondial vise à détruire l'être humain, à mettre en place un nouvel être à travers le transhumanisme, si vous comprenez que ceux qui sont les penseurs, les techniciens du transhumanisme ou plus généralement du totalitarisme 2.0 sont dans une optique démiurge, vous devez naturellement en tirer la conclusion que pour échapper à leur plan ou pour mener la bataille contre leur plan, vous ne pouvez pas le faire avec des moyens humains. Que ce ne sont ni des élections, ni des manifestations, ni des pétitions qui viendront à bout du projet mondialiste. Si vous comprenez que ce projet mondialiste est d'essence satanique, vous devez aussi naturellement en tirer la conclusion que la seule réponse à y apporter, elle est d'essence religieuse. C'est une bataille du diable contre Dieu. C'est une bataille des mondialistes contre la créature humaine, créature de Dieu. Maintenant, est-il nécessaire absolument d'avoir la foi pour mesurer l'ampleur de la problématique? Je pense qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir la foi pour en tout cas mesurer l'importance de la bataille qui se joue. Il est nécessaire d'avoir la foi pour en comprendre la vraie nature. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour s'alarmer et comprendre ce qui est en train de se mettre en place et qui va modifier notre existence à tous, que nous le voulions ou non. Je vais brosser quelques faits et les mettre en corrélation. On pourra m'objecter que ce n'est qu'une opinion, mais en mettant les faits en corrélation, je vais essayer au contraire d'en faire une démonstration. À mon sens,
le plan mondialiste passe nécessairement par la mise en place de ce qu'on appelle la dépopulation. La dépopulation, c'est cette idée qui est notamment défendue par un grand nombre des plus importants milliardaires mondialistes de type Bill Gates, Zuckerberg, Warren Buffett, etc. Ces gens-là considèrent qu'il faut réduire la population mondiale à au maximum 1 milliard d'individus. Les plus sévères aimeraient la réduire à 500 millions d'individus, rien que cela, mais les plus généreux d'entre eux estiment qu'il faut bien au moins conserver 500 millions d'individus pour assurer l'aisance de vie aux oligarques et aux maîtres mondialistes. Il faut bien se conserver, entre guillemets, de la chair humaine qui fait fonctionner l'ensemble des rouages des États pour assurer la continuité du train de vie de ces oligarques. Est-ce que cette idée de dépopulation, c'est une thèse de complotiste, de conspirationniste? Naturellement, je suis censé, aux yeux des médias, incarner devant vous une caricature du complotisme ou du conspirationnisme. Mais pourtant, je vais essayer de vous démontrer que tout cela est très factuel. C'est dans un bulletin de l'UNESCO, je vous rappelle que l'UNESCO dépend de l'ONU qui a son siège ici en Suisse. C'est dans un bulletin de l'UNESCO que le commandant Cousteau, alors, je vous rappelle, pour les plus jeunes, je ne sais pas si tout le monde se souvient de qui était le commandant Cousteau, mais disons que les moins jeunes doivent se souvenir d'un vieux monsieur avec un bonnet rouge de marin sur la tête qui jouait aux défenseurs de la nature sur des bateaux et vous promettait qu'il allait déployer toutes ses connaissances et ses réseaux pour sauver les baleines, les dauphins, les otaries et bien sûr la nature. Eh bien, ce monsieur si soucieux de la vie des baleines avait, dans le bulletin de l'UNESCO, qui je rappelle dépend de l'ONU, écrit un article en 1990, si ma mémoire est bonne, en 1990, pardon, j'oublie que je ne suis plus sur territoire français, en 1990, le commandant Cousteau écrivait qu'il faudrait idéalement réduire quotidiennement la population de 350 000 personnes. Ce gentil commandant Cousteau, si protecteur des baleines et des dauphins, écrivait noir sur blanc dans le bulletin de l'UNESCO qu'il faudrait éliminer 350 000 personnes par jour pour rééquilibrer la population mondiale. Et il ajoutait, mais bien sûr, c'est inaudible, on ne peut pas dire ça. Mais il l'écrivait dans le bulletin de l'UNESCO que personne ne lit, évidemment, à part de sombres complotistes. On peut dire que s'il estimait qu'il faudrait réduire la population de 350 000 personnes par jour en 1990, sans doute réévaluerait-il ce chiffre de façon beaucoup plus élevée en 2024. Mais en attendant, est-ce que le plan de dépopulation a débuté ou non? Je vous laisse envisager avec moi l'addition de certains faits. À partir du moment où vous avez inscrit le droit à l'avortement dans le marbre des législations, et en particulier en France dans la Constitution, mais
Rares sont les pays sur le continent européen qui, en tout cas, n'ont pas légalisé l'avortement. Si, donc, vous faites de l'avortement un droit fondamental, si vous estimez que cela devient un socle de la pensée, des valeurs, des principes d'une nation, vous avez mis le premier pied dans la politique de mort, la culture de mort. Si vous passez ensuite à l'euthanasie et que vous considérez que toutes les personnes qui sont malades, handicapées, vieilles, non rentables, doivent être éliminées, vous mettez le second pied dans la culture de mort. Bien sûr, toujours notre adversaire cherche à jouer sur le sensible. Toujours il va essayer d'émouvoir l'opinion publique pour nous faire admettre de telles législations. On va dire, en ce qui concerne l'avortement, que si une grossesse est non désirée, l'enfant va être malheureux. On va nous rabattre les oreilles avec le fait que un enfant qui ne serait pas désiré serait peut-être maltraité par ses parents. On ne va jamais dire, évidemment, qu'il y a quantité de foyers stériles qui seraient prêts à adopter des enfants. Ça, rien n'est fait pour que des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants puissent adopter des enfants non désirés. Là, les législations ne font rien pour cela. En matière d'euthanasie, on va vous dire qu'il faut limiter la souffrance et que c'est au nom du refus de la souffrance qu'il faut légaliser l'euthanasie. Je rappellerai qu'une société qui n'accepte plus la souffrance est une société de faibles qui est condamnée à mourir. Si on n'accepte plus jamais la souffrance, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus de martyrs, il n'y a plus de héros, il n'y a plus de gens qui se sacrifient. La souffrance fait partie de la vie. Cette idée d'une société qui refuse la souffrance est un leurre. Mais pire que ça, il n'y a pas de limite à cette logique. En Belgique, aux Pays-Bas, vous avez déjà les stades franchis beaucoup plus loin. On euthanasie les personnes qui n'ont aucune maladie incurable, mais qui souffrent de problèmes psychologiques. On euthanasie des jeunes femmes de 20 ans qui sont en parfaite santé, mais qui sont déprimées. Et Dieu sait qu'avec 2 ans et demi de covidisme, il y en a bien des gens dans nos sociétés qui sont déprimés, qui sont déboussolés, qui ont des problèmes psychologiques. Est-ce la réponse de leur permettre d'échapper à leur mal-être momentané en leur proposant l'euthanasie? Eh bien, c'est toujours la logique lorsque l'on légalise l'euthanasie. La Belgique et les Pays-Bas ont été les premiers pays à légaliser l'euthanasie et ils ont ensuite permis l'euthanasie des personnes ne souffrant d'aucun mal incurable, simplement pour des raisons psychologiques. Ensuite, l'étape suivante, c'est toujours d'autoriser l'euthanasie des enfants. Et, vous le savez, je suis belge et donc j'ai vu une séquence totalement abjecte qui avait été filmée en Belgique pour encourager à légaliser l'euthanasie des enfants. Il s'agit de la culpabilisation des enfants. Oui, je me souviens de ce reportage où le médecin allait trouver l'enfant malade en lui disant « Est-ce que tu penses au chagrin de tes parents de venir te voir chaque jour dans la situation de ta souffrance, de ta maladie? Est-ce que tu ne penses pas que ce serait mieux
d'abréger le chagrin de tes parents en acceptant l'euthanasie. Avec de telles attitudes, est-ce qu'une société est encore humaine? Est-ce qu'une société est encore digne? Est-ce qu'une société a encore la moindre des bontés, des charités? Non, la culture de mort, elle n'a jamais de pitié. Au Canada, on a franchi une autre étape. On propose aux sans-abri l'euthanasie. Là, c'est le critère économique et social qui est un facteur de banalisation de l'euthanasie. On va trouver les gens sans abri et on leur dit « il y a peu d'espoir pour que vous vous en sortiez, il y a peu d'espoir pour que vous remontiez la pente. Alors, si vous le souhaitez, il y a une capsule qui est désormais à votre disposition, vous prenez place dans la capsule et l'euthanasie démarrera rapidement dans une atmosphère apaisante et musicale. Voyez ? Les pires films d'anticipation et de science-fiction sont dépassés par la réalité de ce qui se passe dans notre monde. Avortement, euthanasie, ce sont les premiers pas d'une culture de mort qui facilite le plan de dépopulation. Ensuite, vous avez le mariage des personnes de même sexe. Par définition, si vous mariez deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble, il n'y a aucune possibilité naturelle qu'ils fassent des enfants. Certes, ils peuvent adopter, certes, ils peuvent faire appel à la GPA, mais en tout cas, ils n'entreront pas dans le processus naturel de continuité du développement démographique. Donc, leur stérilité va évidemment contribuer à ce plan de dépopulation mondiale. Si vous ajoutez la théorie du genre, l'idéologie du genre, là vous êtes certain qu'ils seront stériles. Là, évidemment, si vous charcutez des êtres humains pour leur faire disparaître leurs organes génitaux, par définition, c'est définitif, ils ne pourront plus jamais se reproduire. Or, on sait qu'aujourd'hui, dans les écoles, sous notamment l'influence de l'Organisation mondiale de la santé, encore une des structures supranationales, eh bien, le programme d'éducation sexuelle débute à 6 ans dans beaucoup de pays. L'OMS va même jusqu'à proposer que dès la maternelle, on commence à traiter certains sujets. Mais en tout cas, à partir de 6 ans, l'Organisation mondiale de la santé recommande les cours d'éducation sexuelle, et il va sans dire que l'Occident a appliqué en bon élève ces recommandations de l'OMS. Or donc, quand vous dites à un enfant de 6 ans, 7 ans, que aussi bien que la petite fille peut endosser une robe de princesse ou que le garçon peut endosser un petit costume de chevalier, tout aussi facilement, le petit garçon peut devenir une petite fille ou la petite fille peut devenir un petit garçon. Qui, sincèrement, peut estimer que l'enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans comprend ce que cela signifie, comprend que définitivement sa nature réelle va être abominablement défigurée avec une négation de sa réalité biologique. Si vous mesurez que
par exemple, aux États-Unis, au cours des 15 dernières années, le nombre de cliniques qui pratiquent les opérations de ce qu'ils appellent changement de sexe a augmenté de 100%. Si, donc, nous avons parlé avortement, euthanasie, mariage homosexuel, théorie du genre, idéologie du genre, changement de sexe, les vaccins, les virus, les soi-disant virus, les pandémies. Comment ne pas voir dans le scénario bien rodé, planétaire, annonçant un virus Covid avec en quelques mois un soi-disant vaccin mis à disposition, vendu cher et vilain à toutes les nations du monde, comment ne pas y voir quelque chose de planifié? Et comment ne pas considérer qu'il y a derrière cette opération, à nouveau, un aspect machiavélique? Dans un premier temps, nos dirigeants nous ont assuré de la qualité de leurs injections. Mais aujourd'hui, qui peut continuer à prétendre que les effets secondaires n'existent pas? Qui est prêt à se documenter honnêtement et peut continuer à nier la multitude des effets secondaires, qu'il s'agisse de mort, qu'il s'agisse d'invalidité, qu'il s'agisse d'infertilité? Là encore, donc, comment ne pas considérer que cela entre dans le plan de dépopulation? Et du reste, encore une fois, on nous dira ce sont les complotistes qui disent ça. Mais même sur YouTube, qui n'est pas censé être la plateforme idéale des complotistes, vous pouvez encore et toujours trouver une vidéo d'une conférence de Bill Gates dans laquelle il parle, avant l'annonce de la naissance du Covid, d'une épidémie qui viendra très probablement, sans trop tarder, et d'un vaccin qui réduira la population. C'est lui qui l'a dit. Ah oui, on va dire c'est un lapsus. Est-ce que ces gens-là commettent si souvent des lapsus dans de tels domaines, sur de tels sujets? Et si c'était un lapsus, est-ce que quelqu'un comme Bill Gates, avec la notoriété et les moyens qui sont les siens, n'aurait pas fait corriger la vidéo en question? Si je dis une grosse bêtise à l'instant, eh bien, a priori, j'aurai quand même le souci de ne pas rester ridicule ad vitam, et je demanderai au vidéaste de remodifier la petite phrase pour ne pas dire quelque chose d'absurde ou de grotesque. Si moi, avec mes petits moyens, je peux demander cela à un vidéaste, comment peut-on penser qu'un Bill Gates n'aurait pas cette volonté-là? Alors, si l'on continue, il y a évidemment, en dehors de cette pandémie et des autres virus fréquemment annoncés pour la suite, parce que, évidemment, quand un plan a si bien fonctionné, pourquoi est-ce que ces gens ne voudraient pas persévérer dans 1 an, 2 ans avec
un virus qui porterait un autre nom. Et prenons l'étape suivante, mais la nourriture, bien sûr. Voyez que au Forum économique mondial de Davos, cela fait des années que l'on promeut de manger des insectes. Et vous avez donc eu, au niveau de l'Union européenne, Ursula von der Leyen qui a signé la légalité de l'introduction d'insectes dans les aliments. Et alors, si je vous fais la liste, ça va de la bière au chocolat, en passant par la pizza, les biscuits, les pâtes, le riz. Miam, miam. Mais là encore, ce sont des médecins, pas moi, pauvre complotiste, mais des médecins qui immédiatement ont souligné que l'introduction d'insectes dans notre nourriture aurait pour effet d'entraîner de nouvelles maladies, des intoxications. Or, rien n'y fait. Ursula von der Leyen ne s'est pas contentée de signer l'autorisation pour 3 types d'insectes d'être introduits dans votre alimentation. Il y a une liste de 10 autres insectes qui attendent à leur tour leur validation par l'Union européenne. Ça va croquer sous les dents. Si vous prenez encore en addition le fait que une société israélienne a fait connaître ses capacités de produire de la viande artificielle qui vous sort d'imprimantes 3D. Songez quand même, voilà, le plaisir de la belle viande dans votre assiette. Vous voyez les images, vous voyez des grandes imprimantes 3D, vous avez une espèce de chose flasque rouge qui sort de la machine, du blanc qui sort également et qui va fusionner pour vous donner l'impression du petit bout de gras de votre viande, voyez, mais qui sort aussi de l'imprimante. Ça donne envie, n'est-ce pas? Ce soir, vous y penserez en prenant le repas tous ensemble. Ces gens-là, eh bien, ont l'intention de vous proposer ça pour votre alimentation de demain. Bien sûr, si on s'appelle Attali Zuckerberg, si on s'appelle Bill Gates, si on s'appelle... la liste est longue. Eux, je pense que le Châteaubriand, il y en aura toujours dans leur assiette. Je pense qu'eux n'auront pas spécialement envie de passer leurs prochaines années à mastiquer de la substance sortie d'imprimantes 3D. Mais pour vous, c'est bien. Et de toute façon, Schwab, avant de vous donner sa démission, vous l'avez dit, ça vaut pour la propriété privée, mais ça vaut pour tout ce qu'il met en place. Souvenez-vous de cette phrase, « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux », mais ça vaut aussi pour votre alimentation, pour vos libertés. Ils prendront tout, mais pour vous rendre heureux. Ils vous déposséderont de tout, mais pour vous rendre heureux. Ils ont tellement cet esprit de sacrifice qu'ils vous prendront votre maison, qu'ils vous prendront le contenu de votre compte en banque, qu'ils vous prendront jusqu'à la dernière de vos libertés, mais pour votre bien. Parce qu'ils ont l'esprit de sacrifice, ils l'accapareront eux. Tout ce qui les dérange chez vous sera bienvenu chez eux. Si vous notez que au niveau de l'alimentation, et donc des pénuries alimentaires qui pourraient venir dans un proche avenir, les plus grands milliardaires mondialistes achètent en ce moment l'essentiel des terres agricoles. Qu'aux États-Unis, par exemple, le premier propriétaire de terres agricoles se nomme
Bill Gates, paysan par excellence, comme tout le monde le sait, que les 10 premiers propriétaires de terres agricoles aux États-Unis sont 10 milliardaires, dont aucun n'a évidemment un antécédent dans ses aïeux de paysans. Si vous considérez que ce système se produit sur tous les continents, si vous considérez qu'aux Pays-Bas, on a entamé l'expropriation de paysans, de leurs terres, parce qu'ils n'ont pas adopté des mesures écologiques réduisant les productions polluantes de leurs vaches, de leurs veaux, de leurs cochons. Donc, on vous dit dorénavant que la pollution, par excellence, elle provient des animaux que vous mangez, que donc rien ne vaut d'exproprier un paysan de ses terres pour mettre fin au cheptel de bœufs, de vaches, de cochons, etc. Manger des sauterelles, ça ne produit aucune pollution et vous pouvez les acclimater au chocolat, à la sauce à la menthe, au ketchup, tout est bon dans la sauterelle. Si vous comprenez tout cela et si vous additionnez tout cela, vous voyez bien que nous sommes entrés dans un plan de dépopulation. Alors pas un plan de dépopulation frontal, bien sûr, on n'organise pas des camps, on ne fait pas des rafles pour mettre à mort des gens. Non, c'est beaucoup plus intelligent, subtil. C'est une succession de petites mesures qui, additionnées les unes aux autres, vont produire ce processus de dépopulation à grande échelle. Si vous ajoutez encore qu'évidemment le multiculturalisme, l'immigration non contrôlée vont également participer à l'effondrement des mariages qui entraînent des naissances pour faire pérenniser nos nations. Plus il y a d'arrivées massives organisées et financées notamment par des Soros et compagnie, plus vous assurez la disparition de nos peuples et de nos nations. Et tout ce que je vous indique se passe avant tout en Occident. Ce n'est pas en Afrique subsaharienne qu'il y a de grandes vagues migratoires. Ce n'est pas en Afrique subsaharienne que l'on a imposé des injections vaccinales. Ce n'est pas en Afrique subsaharienne que l'on promeut le transhumanisme. Cela viendra, bien sûr, mais c'est d'abord chez nous. Ajoutez encore le développement du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Et vous avez là également une façon de faire disparaître l'homme tel que vous le connaissez. Et c'est totalement assumé. Les gens qui promeuvent le transhumanisme du type Laurent Alexandre, vous savez, ce docteur Laurent Alexandre, c'est un urologue qui a fait fortune en revendant un site internet qui s'appelle Doctissimo, qui est devenu un exilé fiscal à Bruxelles pour éluder l'impôt, et qui vous dit que l'être humain tel que vous êtes relève déjà du chimpanzé, que vous êtes déjà des êtres obsolètes, que l'homme du futur, et le futur c'est demain, c'est l'homme augmenté, c'est le transhumaniste,
c'est celui qui, lorsque une de ses caractéristiques organiques est défaillante, se fait remplacer cette partie défaillante par une part de machine. Le transhumanisme, ce n'est plus une utopie. On y travaille désormais pour sa phase finale, tout comme, je le rappelle, pour l'utérus artificiel. Parce que l'objectif, c'est de couper la relation humaine de la procréation. C'est à terme de ne plus permettre la procréation que par l'intermédiaire de la machine. C'est de contrôler ainsi les naissances, plus que jamais, de les limiter, de les réduire à celles autorisées. Tout cela est en train de se mettre en place, sous nos yeux. Nous nous y intéressons trop peu, mais c'est en train de se mettre en place. Ajoutez que si vous aviez des velléités de résister, notre continent sera également bientôt le terrain d'action du crédit social à la chinoise, avec une surveillance omniprésente de vos faits et gestes. Le crédit social, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un système à points. Exactement comme il existe un permis de conduire à points dans plusieurs pays, l'idée serait que chaque citoyen dispose au départ d'un nombre de points pour lui permettre de faire des choses élémentaires, comme prendre un avion, prendre un train, prendre un bus, acheter une canette à un distributeur dans une station de métro ou dans une gare. Tout cela doit être l'objet du contrôle par le crédit social. C'est très concret ce que je vous dis. Aujourd'hui, le crédit social, il est d'application en Chine. Il est d'application en Chine depuis plusieurs années. Donc vous pouvez déjà constater à quoi ressemble le crédit social. Et Ursula von der Leyen a bien dit que le système de crédit social était intéressant pour l'Union européenne. Et Klaus Schwab a bien dit que le modèle chinois était un modèle qui devait être étudié pour voir quelles applications pouvaient être transposées à l'échelon international. Or donc, en Chine, aujourd'hui, dans les grandes villes, si vous êtes dans une station de métro ou dans une gare et que vous voulez simplement acheter une bouteille d'eau, vous devez d'abord vous soumettre à la reconnaissance faciale qui instantanément vérifie si vous êtes un citoyen suffisamment civique pour pouvoir mériter d'acheter cette bouteille d'eau. Le simple fait d'acheter une bouteille d'eau est déjà soumise au crédit social. Alors imaginez, vous qui avez franchi le Rubicon, vous êtes là ce soir, vous avez adhéré à la bête immonde. Imaginez ce que ça veut dire en termes instantanés de perte de points dans un système de crédit social. Sans crédit social, sans les points nécessaires au crédit social, en Chine, on ne peut plus quitter sa ville. Ça veut dire qu'on ne peut plus aller visiter ses parents, ses grands-parents, ses enfants. On ne peut plus emprunter le métro. Tout est soumis à contrôle. Et nous allons y arriver, parce que le Forum économique mondial de Davos le promeut, avec la complicité de toute une série de gouvernements. Qu'est-ce que cela a comme conséquence pratique ? Je ne crois pas me tromper en pensant qu'une partie d'entre vous va généralement le dimanche à la messe. L'une des phases du crédit social passe préalablement par la disparition des espèces, de l'argent liquide, des billets de banque et des pièces de monnaie. Quand donc les espèces auront disparu comme le demandent les banksters et que le système de crédit social aura été mis en place,
Si donc vous allez à la messe et que donc vous voulez donner de l'argent à la quête, puisqu'il n'y a plus ni billets, ni pièces de monnaie, la quête se fait à travers une machine. L'État sait donc immédiatement, instantanément, que vous avez donné de l'argent le dimanche au cours d'une messe. Il sait au cours de quelle messe, auprès de quelle congrégation, avec le sermon de quel prêtre. Il sait donc instantanément que vous n'êtes pas un de ces chrétiens bisounours, mais que vous êtes de ces méchants intégristes. Vous avez donc perdu des points dans un système de crédit social. Si vous voulez acheter un bon livre, s'il n'y a plus d'espèces, vous le faites donc en payant numériquement. Et lorsque vous faites votre paiement, qu'il s'agisse de l'acheter en librairie ou de l'acheter sur un site en ligne, l'État sait instantanément quelle est votre mauvaise lecture. Vous avez acheté un mauvais livre, vous pensez mal, il faut vous rééduquer, et en tout cas il faut vous faire perdre des points. Vous assistez à une réunion, vous assistez à une conférence. Souvent, on vous demande un petit billet d'entrée, parce que cela coûte de l'argent de réserver une salle. S'il n'y a plus d'espèces, si le crédit social est mis en place, le simple fait de participer à une conférence fait que l'État sait instantanément que vous êtes ici ce soir. Il sait qui vous allez écouter. Vous perdez des points. Donc, voyez à quel point toute la marge de manœuvre se rétrécit de jour en jour. Et j'en reviens donc à la phase essentielle. Ce mondialisme, il est d'essence satanique. Ce qu'il veut détruire, c'est la créature de Dieu. L'être humain, il veut le voir disparaître, remplacé par une créature des démiurges. Si vous voulez vous y opposer, il n'y a pas d'autre voie que d'accepter que ce combat soit un combat eschatologique. C'est un combat qui est intrinsèquement religieux. C'est le combat de Dieu contre le diable. C'est le combat des forces catholiques contre les forces du mal. Que pouvons-nous faire? Parce que c'est ça la vraie question. Que pouvons-nous faire pour nous opposer à cela? Bien sûr, il n'y a pas de remède immédiat. Bien sûr, rien de ce que je vous proposerai ne sera l'élément qui fera barrage immédiatement au fléau dont je vous ai décrit la nature. Bien sûr, je ne peux pas vous proposer d'île isolée sur laquelle vous trouverez refuge. Je ne peux pas vous proposer la moindre province, le moindre bourg, la moindre colline où vous serez à l'abri. Mais il y a des règles qui doivent être mises en application maintenant. La première, c'est donc de vous armer spirituellement. Parce que si vous avez compris que ce combat est religieux, la prière est essentielle. Ce combat ne sera pas un combat électoral. Il sera un combat mené par des chevaliers des temps modernes qui doivent avoir une âme de croisée et qui doivent, comme les chevaliers d'autrefois, avoir cette foi chevillée au corps. Prière. Prière pour que vous soyez forts dans la bataille, forts devant les épreuves auxquelles vous n'échapperez pas. Il n'y a pas de fuite possible. Alors, puisez vos forces dans la prière. De la formation, ensuite, vous en avez besoin. Lisez des livres,
Ne vous contentez pas de vidéos sur le net ou sur les canaux de Telegram. Un bon militant sait qu'une bonne bibliothèque constitue des munitions intellectuelles. Vous êtes des combattants, vous devez l'être, vous n'avez pas le choix. Et vous devez donc propager ces munitions intellectuelles que sont les livres, vous former, être prêt à argumenter. Parce que, en tant que catholique, vous ne devez pas simplement avoir le souci de vous sauver vous. Vous ne devez pas avoir le souci seulement de sauver votre famille, de sauver votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents. Vous devez avoir le souci de sauver un maximum d'âmes. À partir du moment où vous êtes des catholiques informés, lucides, vous avez beaucoup plus de responsabilités et de devoirs que les autres. Si vous ne participez pas à la bataille, si vous cherchez à éluder, si vous ne tentez pas de sauver ceux qui vous entourent, c'est une forme de désertion qui se paiera ici-bas ou là-haut, mais qui de toute façon se paiera. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas déserter. Notre devoir de catholique, c'est de sauver un maximum d'âmes. Et donc, nous avons besoin de nous former pour être capables d'argumenter avec pédagogie, de convaincre ceux qui nous entourent, nos proches, nos amis, nos collègues. Nous devons bien sûr agir. Et agir, cela passe par des choses aussi toutes naturelles, toutes simples, comme fonder des familles catholiques, avoir des enfants, pérenniser notre modèle civilisationnel, conserver notre foi à travers les générations. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité que je suis moi-même meurtri de ne pas avoir d'épouse et de ne pas avoir d'enfants. Et ce n'est pas un choix, ce n'est pas une volonté de ma part, c'est une meurtrissure, parce que je sais à quel point c'est un manque permanent dans la bataille que je mène. Mais si j'ai conscience de ce manque, de cette meurtrissure, si je sais à quel point le fait de ne pas trouver une épouse qui accepte d'assumer le rôle qui est le mien dans cette bataille, vous, en tout cas, vous devez tout faire pour ceux qui sont ici les plus jeunes, qui sont célibataires. Vous devez tout faire pour fonder des familles. C'est la base de ce combat. Rester célibataire, laisser passer le temps, rester sans descendance, c'est aussi, même involontairement, laisser notre camp perdre sur le long terme. La pérennité de notre civilisation passe par les enfants que vous devez faire. Il faut donner à ces enfants une éducation authentiquement catholique. Et il faut pour ça aussi défendre, coûte que coûte, les écoles catholiques hors contrat tant qu'elles existent. Et Dieu sait que là aussi, l'épée de Damoclès descend de semaine en semaine sur ces écoles hors contrat dans de très nombreux pays. Mais si vous avez des enfants, là encore, faites le bon choix. Ne laissez pas vos enfants être souillés, corrompus, pervertis par les écoles publiques qui sont totalement aux ordres de ce système qui veut effacer la foi catholique, briser nos familles, déraciner nos peuples, faire disparaître nos nations. Autre chose,
Apprenez à travailler la terre. Je suis en Suisse, donc vous citez un maréchal de France n'a pas beaucoup d'effet, mais vous le savez peut-être, un grand maréchal a dit « la terre ne ment pas », et c'est plus que jamais vrai. Quand tout est fait pour vous faire avaler de la nourriture artificielle, quand tout est fait pour vous faire vivre dans un monde d'utopie, le fait de simplement avoir un petit potager, de travailler la terre, d'essayer de cultiver, de manger vos propres fruits, vos propres légumes, de fournir un effort physique, d'avoir un minimum de capacité à nourrir votre famille dans des circonstances difficiles alors que les magasins seraient pillés, que les approvisionnements ne seraient plus rendus possibles. Ce sont des choses essentielles pour l'avenir. Apprenez à travailler la terre et apprenez à travailler de vos mains. Le monde d'aujourd'hui promeut les études de marketing, les études commerciales, les grands diplômes. Mais si la société s'effondre, c'est celui qui sait travailler de ses mains qui sera plus utile que celui qui ne sait travailler qu'avec un ordinateur. Formez-vous intellectuellement, vous ai-je dit, mais formez-vous physiquement aussi. Parce que les temps qui viennent seront des temps extrêmement exigeants. Vous demanderont des efforts alors que la société matérialiste vous a habitué à en fournir le moins possible. Combien de nos jeunes gens désormais ne pratiquent plus aucun effort, ni physique, ni mental, et l'intelligence artificielle va encore accentuer le fait de les transformer en légumes intellectuels, puisque désormais c'est ChatGPT qui fera leur devoir à leur place, que ChatGPT fait même de la peinture, que ChatGPT compose même de la musique, que donc toute la richesse intellectuelle de l'homme créature de Dieu est de plus en plus remplacée par la machine. Eh bien, vous ayez cette volonté de vous former intellectuellement, mais aussi physiquement pour les temps qui viennent. Tant que faire se peut, payez en espèces. C'est une clé de voûte pour ralentir le processus en cours. Je vous l'ai dit, pour que tout ce système de crédit social se mette le plus efficacement possible en place, ils ont besoin de faire disparaître les espèces. Pour ralentir la disparition des espèces, il n'y a qu'un seul moyen, payer en espèces vos achats. C'est une rigueur que vous devez vous imposer. Ce n'est tout de même pas un effort si considérable que cela. Vos ancêtres l'ont fait pendant des siècles. Et aujourd'hui, ça semble si difficile pour certains de laisser la carte de banque ou le paiement par smartphone au vestiaire et de payer avec un billet de banque ou des pièces de monnaie. C'est une clé pour conserver le plus longtemps possible vos libertés fondamentales. Évitez, si possible, les achats en ligne et les achats en supermarché pour ce que vous pouvez facilement acheter auprès de petits commerçants, pour les services que vous pouvez obtenir de petits artisans, pour les achats que vous pouvez faire en direct chez des paysans, chez des viticulteurs, chez des petits producteurs. Profitez du temps qui vous reste pour enrayer, ralentir par tous les moyens possibles l'avancée fulgurante du rouleau compresseur de nos adversaires. Cette chose-là que je vous propose, elle ne demande pas de grands efforts.
elle devrait être naturelle pour chacun de nous. Mais si tous ceux qui se réclament du camp national, si tous ceux qui se réclament de la dissidence, si tous ceux qui se réclament de la fidélité à la foi catholique adoptaient avec rigueur ces règles de base, eh bien oui, nous gagnerions déjà un peu de temps. Et du temps, nous en avons cruellement besoin pour nous mettre en ordre de bataille. Enfin, ayez conscience de l'urgence de former des clans locaux. La force pour résister, elle ne sera pas dans des grands mouvements. Elle a besoin de mouvements pour donner des consignes, pour donner des conseils, pour organiser un plan de bataille. Mais c'est à l'échelon local que vous devez vous organiser pour, dans les épreuves, pouvoir compter les uns sur les autres. Les temps difficiles vont venir et ils vous surprendront très probablement. Et la seule façon d'être en mesure d'y répondre dans l'urgence, c'est que ceux sur qui vous espérez pouvoir compter sont déjà pas si éloignés que cela de vous-même. D'où la nécessité de vous organiser localement, de vous organiser en clan. Le clan, la meute, c'est ce qui doit vous aider à faire face aux épreuves. Et mettez ces outils en place maintenant et testez-les maintenant. Apprenez, tant que nous vivons encore des temps relativement confortables, à pouvoir vérifier si vous pouvez vraiment compter les uns sur les autres. Prenez des règles de fonctionnement de ces clans locaux maintenant. C'est de la solidarité, c'est de l'aide naturelle et charitable entre vous que vous devez mettre en place. Un clan local, c'est par exemple des choses toutes simples maintenant. Si une personne âgée a besoin de se rendre chez un médecin et qu'elle n'a pas de voiture, c'est qu'un membre du clan lui offre ce service de faire son chauffeur pour aller passer des examens médicaux. Si un enfant a besoin d'une assistance scolaire, c'est vérifier que dans le clan, il n'y a pas quelqu'un qui soit en mesure d'offrir cette assistance scolaire. Si vous avez besoin de services, veillez à ce que dans le clan, vous utilisiez entre vous des services, des échanges, du troc. C'est en échangeant et des biens et des services que vous apprendrez à mettre en place une économie alternative, saine, naturelle. Si l'un de vous doit déménager, c'est vérifier qui dans le clan est prêt à prêter ses bras, sa camionnette, sa remorque, pour aider un autre membre du clan. Et c'est maintenant que vous devez tester tout cela. Ce n'est pas quand le grand marasme se sera imposé à nous, là il sera trop tard. C'est maintenant que vous devez vérifier, au sein du clan que vous voulez mettre en place, sur qui vous pouvez compter et quels sont les éléments qui ne sont pas fiables. Testez-vous maintenant, parce que dans tout clan, il y aura des boulets. Et ces boulets, il faut les identifier rapidement pour les éliminer avec charité, avec bonté, s'ils ne parviennent pas à se corriger. Vous devez bien sûr d'abord leur proposer de les aider à se corriger, mais si, par la nature, par le tempérament, par la nonchalance, un membre du clan ne se corrige jamais, il est un boulet qui ne sert à rien pour assurer l'efficacité de votre clan.
ayez vraiment ces perspectives en tête et que Dieu vous garde dans les batailles qui viennent.